Attention à la désinformation, les Russes meurent pour la mère patrie et pas nous. Je vous invite à écouter cette courte intervention d'un journaliste qui revient de Russie. Ce qu'il dit est exactement ce que je pense et l'analyse que je fais de la situation. Les Russes, on avait dit, j'ai entendu sur des plateaux plusieurs fois qu'il manquait de munitions, que les troupes étaient démoralisées. Non, le discours de Poutine, il marche à fond avec ses troupes, en tout cas. Moi, j'ai passé du temps avec ses soldats. L'écho, on en parlait hier soir, de la Seconde Guerre mondiale est permanent. C'est-à-dire c'est une sorte de forme structurante. C'est-à-dire qu'ils vivent la guerre de leur grand-père, finalement. Et c'est peut-être quelque chose que pendant des années, on a un peu ignoré. Ils sont absolument déterminés et c'est un enfer. Ce que je veux dire, c'est quand j'entends des propos comme celui de Monsieur Ménard nous dire « on va y aller, on va continuer », moi je n'ai pas envie qu'on vive en France que j'ai vécu pendant 10 jours. C'est-à-dire, vous êtes sur une ligne de front, c'est Verdun. Dimanche, on était sur un poste avancé, vraiment sur la ligne de front. Le soldat, le sergent qui nous recueille à ce moment-là, parce qu'on est obligé de courir pour aller dans cette position, nous explique que ce matin... Là, vous étiez avec les Russes. J'étais avec les Russes. Il nous explique que ce matin, ils ont perdu 3 hommes. Les 3 hommes, ils sont là, dans le truc. Il nous dit, on peut pas aller les récupérer parce que ça tire trop, vous comprenez. Et en effet, on est dans la ligne de mire d'un char ukrainien qui est à 500 mètres en face. Donc, on est en train de se calfeutrer dans une grange. Ce sergent me dit ça. Et je lui dis, mais j'imagine qu'à un moment, vous faites des trêves pour récupérer vos hommes. Moi, j'ai déjà vu ça en Syrie, même avec des djihadistes. L'armée d'Assad qui dit, bon, bah, voilà, on va mettre les hommes qui sont morts et vous allez les récupérer. Là, il me dit, non, il n'y a pas de trêve. Il n'y a jamais de trêve, il n'y a jamais d'accord. Il y a juste un petit soupçon d'humanité qui arrive sur le coup de 12h30. Tout à coup, les bombardements se calment un petit peu. Et je lui dis, mais c'est parce que c'est la pause déj, vous faites un... Il me dit, oui, effectivement. Il me dit, mais en gros, faut pas le dire à nos responsables. Enfin, en gros, c'est un truc qu'on a décidé sans se parler. Vous étiez où ? Vous étiez où ? J'étais dans la zone de Kremina, Zlatovo, qui est au nord de Bakhmout. Dans les salons feutrés de nos gros et grands médias, on prend un peu ces rêves pour des réalités. Serait évidemment plus confortable pour nous que Poutine ne soit pas suivi, que les Russes désertent en masse et surtout que Vladimir Poutine soit malade et meure très vite, ce que l'on nous promettait déjà il y a quelques mois et il semble nettement moins pressé que nos journalistes de rejoindre l'au-delà. Ou encore que ces généraux fassent un coup d'État et le renversent. Vous pouvez croire à ces fables, forcément vraies puisque c'est les experts de BFM et les autres qui le disent, mais la réalité est nettement plus décevante. À ce jour, les Russes meurent par dizaines de milliers d'hommes face à l'Ukraine, dont l'armée est surarmée par les pays de l'OTAN. La vérité, c'est que les Russes ne désertent pas massivement. La vérité, c'est que c'est une véritable boucherie en plein cœur de l'Europe, et que nous, le camp du bien et de la démocratie, nous armons les Ukrainiens pour qu'ils puissent tuer le maximum de Russes, affaiblissant ainsi durablement la Russie. Nous sacrifierons sur notre objectif jusqu'au dernier des Ukrainiens pour mieux réduire la Russie. La vérité, c'est que nous sommes en guerre contre la Russie et je vous renvoie aux derniers propos du ministre allemand de la Défense, une guerre qui n'a pas été officiellement déclarée, mais une guerre quand même, une guerre tout de même. Alors, je vous pose la question. Que va-t-il se passer, surtout que peut-il se passer ? Vous pensez qu'après 200 000 morts côté russe, Vladimir Poutine va dire « Oups, excusez-moi, je me suis trompé, toutes mes excuses, je rapatrie tout le monde, je fais replier mes troupes, je les ramène à Moscou, je me rends au tribunal pénal international de La Haye, je vous en prie, allez-y, mettez-moi ma fessée, emprisonnez-moi, je me suis trompé ». Vous pouvez penser aussi que l'armée russe va rester encore sur des positions défensives à laisser sa jeunesse se faire massacrer dans des tranchées identiques à celles de Verdun, au rythme environ de 100 000 morts tous les 6 mois, ce qui nous donne à minima 200 000 morts à l'année. Si vous pensez que tenir les tranchées c'est trop coûteux en vie humaine et que reculer n'est pas une option, alors d'un point de vue analytique, et je ne me place pas d'un point de vue moral, mais bien uniquement d'un point de vue analytique, que reste-t-il comme choix et comme possibilité ?
Eh bien, nous allons vraisemblablement vers une grande offensive russe, et elle risque de ne pas se faire dans la dentelle. Et quand les Russes ne font pas dans la dentelle, ils font dans la destruction totale, c'est cela qu'on appelle l'escalade. On sait où les guerres commencent, on sait rarement où elles se terminent, ou plus précisément quand elles se terminent, surtout en Europe. Car je vous l'ai déjà dit, en Europe, l'histoire nous enseigne qu'il n'y a jamais de petite guerre. Je vous invite à écouter avec attention cette interview du porte-parole de l'ambassade de Russie en France donnée sur BFM il y a quelques jours. Alexander Makogonov, bonsoir. Vous êtes porte-parole de l'ambassade de Russie en France. Merci de nous rejoindre ce soir. Nous avons donc les images de ce crash d'hélicoptère sur une école maternelle près de Kiev. Les services de sécurité de l'Ukraine ont ouvert une enquête et pour l'instant, aucune piste n'est exclue, y compris une action délibérée pour détruire un véhicule. La piste du sabotage n'est pas exclue. Est-ce que vous pouvez nous affirmer ce soir que les Russes n'ont pas saboté cet hélicoptère ? Vous employez ce terme sabotage peut-être à juste titre parce que selon certaines sources, il peut vraiment s'agir d'un sabotage, mais d'un sabotage qui fait plutôt suite des divergences intérieures au sein de l'équipe de Zelensky, entre les ministres de son gouvernement qui ont leurs intérêts et qui peut-être règlent leurs comptes comme ça. Ça vient d'où, ce que vous nous dites ? Mais parce que dans cet hélicoptère, il y avait un ministre de l'Intérieur de l'Ukraine, mais on ne sait jamais avec qui il est en conflit et qui voulait régler les comptes donc là, avec lui. C'est votre hypothèse, c'est une supposition. C'est une des hypothèses, oui, qui provient des sources non officielles, mais ça circule aussi comme hypothèse. Il ne faut pas vraiment voir les Russes derrière chaque événement dans ce monde. L'hélicoptère est tombé près de Kiev, c'est un hélicoptère avec un ministre ukrainien à bord. En plus, c'est un hélicoptère français, donc de production, de fabrication française. Vaut mieux plutôt demander aux techniciens, aux spécialistes français si ce type d'hélicoptère peut avoir des défauts techniques, parce que ça se sait déjà, bon, les informations circulent aussi, c'est l'effet, vraiment l'effet, disons, historique, que ce modèle d'hélicoptère a déjà eu des problèmes, notamment en 2016, le même hélicoptère est tombé en Norvège. En France, il y avait aussi un accident, je ne sais pas il y a combien de temps, mais quand même, c'est une chose donc là que tout le monde sait. Les deux hypothèses les plus sérieuses aujourd'hui, c'est plutôt l'hypothèse du mauvais temps, encore une fois, et peut-être d'un incident technique. Moi, ce qui m'a frappé, et j'aimerais votre commentaire dessus, monsieur le porte-parole, c'est le fait que le représentant permanent de la Russie à l'ONU a reconnu que la Russie était derrière la frappe à Dnipro, mais que probablement le missile avait été détourné, selon Vassili Nebens, avait été détourné de son objectif par la défense antiaérienne ukrainienne et donc faisait reporter la responsabilité des morts dans cet immeuble d'habitation sur l'Ukraine parce qu'elle s'est défendue. Et c'est vraiment une rhétorique qu'on entend depuis très longtemps de la part de représentants russes. Quel est, vous, votre commentaire ou votre position face à cet argument qui ressemble beaucoup à l'argument des hommes agresseurs dans les violences domestiques? Elle m'a provoqué, elle se défend, donc comme elle se défend, je suis obligée de taper. Bon, cette situation n'a rien à voir avec les violences domestiques, tout est clair là-dessus. Nos militaires qui effectuent leurs frappes sur les objets tels ou tels d'infrastructures militaires ou des objets d'infrastructures civiles mais qui servent à des fins militaires, ils utilisent des missiles de très haute précision. Donc là, ces missiles, lorsqu'ils sont lancés, ils atteignent toujours leurs objectifs. Donc là, le défaut peut être 1 ou 2 mètres, mais pas des kilomètres. Donc là, lorsque les Ukrainiens abattent ces missiles qui volent justement vers leurs objectifs, ça produit un effet que vous avez vu, donc ça tombe sur les bâtiments résidentiels, dans les quartiers résidentiels. Le problème le plus grave, c'est que... Mais c'est votre responsabilité, c'est 45 morts à Dnipro. Cet immeuble qui a été ciblé, c'est bien la responsabilité des Russes. Le missile vient d'où? Alors, lorsque les forces armées ukrainiennes déploient, contrairement à toutes les normes du droit humanitaire international, ils déploient les armements comme tels, les éléments du système antiaérien dans les quartiers résidentiels pour les camoufler, pour les cacher, je ne sais pas, parce que ce sera peut-être moins détectable par les systèmes russes. Et lorsqu'ils les utilisent depuis les quartiers résidentiels, finalement, ça tombe sur les immeubles. Donc c'est la suite. C'est devenu presque un mode opératoire. Des décisions ukrainiennes. C'est presque un mode opératoire chez vous de cibler les civils. La Russie, qui veut être une grande puissance et qui a des obligations en ce sens, maintienne ce type de stratégie et
veuille dire qu'elle défend les populations alors qu'elle tire sur des infrastructures civiles, ce que les Ukrainiens n'ont jamais fait encore. Ah, c'est vrai. Donc là, tout ce qui se passe à Donetsk chaque jour, les frappes sur Non, Donetsk... je parlais du territoire russe, pas du territoire annexé. Écoutez, mais non, ça c'est déjà le territoire russe de jure et de facto parce que le Donetsk c'est une ville russe peuplée par des Russes et donc là c'est la Russie. Donc là, ils effectuent ces Non, frappes. c'est une annexion. Écoutez, mais comment vous pouvez appeler annexion C'est quelque chose qui le s'est président passé Poutine qui a suite au annexé ces référendum et territoires. qui était rattaché par la voie la plus démocratique possible. Mais non, on ne peut Suite pas au annexer des référendum. territoires en temps de guerre, c'est pas sérieux. Non, mais écoutez, si on attend d'autres temps, les meilleurs temps, mais là, il y aura personne sur ce territoire. Là, ils seront tous tués, tout simplement. Donc Oui, mais là, enfin, il y on ne avait peut de pas choix. annexer des territoires et les intégrer à la Fédération de Russie en temps de guerre en prétendant que ça s'est fait dans de bonnes conditions. D'autres conditions, il n'y en a pas pour le moment. Donc là, il y avait des bombardements quotidiens, presque quotidiens là, sur ces territoires. C'est pour ça que les citoyens, les gens qui habitaient sur ces territoires, ils ont pris cette décision de revenir dans la famille russe parce que là, ils n'avaient pas d'autre choix. Sinon, ils seraient tous exterminés. Revenons Voilà. sur le missile, c'est la question Sur le importante. missile, oui. Est-il normal qu'une grande puissance comme la Russie utilise un missile, c'est le KH-22, qui est utilisé pour détruire des porte-avions? C'est-à-dire qu'on cible une ville ukrainienne avec des centaines, avec des milliers d'habitants, dizaines de milliers d'habitants, avec une arme extrêmement puissante, 1 tonne de destruction, je dirais, massive, destinée à couler un porte-avions. Est-ce que c'est normal? Alors, Est-ce que ce n'est pas un je vous véritable réponds. crime de guerre Je vous d'utiliser réponds. Je ce vous type réponds. d'arme contre une ville, même si on est en guerre? Alors, si vous avez bien remarqué, alors ces armes-là, ces missiles-là, ne sont pas utilisés ni contre les villes, ni contre les immeubles, ni contre les civils. Là, il y a une preuve. Ces missiles, non, c'est pas une preuve. Ces missiles sont envoyés justement sur les objectifs et contre les objectifs, soit militaires, soit qui servent à des fins militaires, qui alimentent les chemins de fer, qui acheminent les armements sur le front, soit qui servent à autre chose, mais à des fins militaires. Donc là, lorsque le missile ukrainien abat le missile russe, et lorsque ça tombe sur l'immeuble, c'est qui en est coupable? Les Ukrainiens savent très bien que s'ils abattent le missile russe, ça va tomber justement sur le quartier d'où ce missile provient. Le Mais vous missile ciblez quand ukrainien. même Donc, beaucoup plus souvent les immeubles d'habitation que les cibles militaires. non, mais comment? Mais si on ciblait les immeubles d'habitation, donc là, tout serait peut-être déjà rasé de la carte du monde, à toutes ces villes-là. On Donc pour montre vous, les ce n'est- images pour à vous, chaque monsieur fois, de le désolation, conseiller, pour vous, ce avec des n'est bilans pas un sanglants, crime de 45 guerre. morts quand même. Non, mais oui, peut-être c'est les crimes de guerre, mais commis par les Ukrainiens, par les forces armées ukrainiennes, justement, parce que le missile russe était dirigé vers un autre endroit, tout à fait un autre endroit. Ce sont les vers Russes Mais qui ont vous ne pouvez tué pas leur dire que droit. les Ukrainiens ont tué délibérément 45 personnes, pas dont des délibérément. enfants, etc. C'est pas possible de dire mais ça. c'est ces militaires-là qui ont lancé ce missile-là du système Mais non, c'est quand même la S'il n'y avait pas Russie. eu de missile, il n'y aurait pas eu de Il faut mort. bien hein. On peut réfléchir pas- avant d'appuyer le bouton. Vous regardez la chaîne non. de causalité, s'il n'y avait pas eu de missile, il n'y aurait pas eu ces 45 morts à Dnipro. La Russie n'est pas attaquée. La Russie n'a jamais été attaquée depuis 91, en tout cas, par des membres de l'OTAN ou par des pays occidentaux. Ou alors, donnez-moi un exemple. Mais écoutez, mais regardez ce qui se passe en ce moment. Alors, tout le bloc de l'OTAN consolidé, alors uni contre la Russie. Alors, Non, avec l'Ukraine, pas oui, contre la écoutez, Russie, mais justement. Mais c'est tout ce qui se passe en ce moment en Ukraine. L'Ukraine, c'est juste le terrain. Attendez, Le vous terrain dites de que jeu. c'est une guerre contre la Russie? Pardon? Vous dites les Occidentaux mènent Oui, une mais guerre ils mènent contre une la guerre. Russie? Pour le moment, c'est une guerre hybride. C'est une forme hybride contre la Russie, c'est-à-dire une guerre diplomatique, politique, économique, médiatique. La guerre par Les Occidentaux procuration. sont des belligérants, selon vous? Non, Sont en guerre contre la Russie? Belligérants ou pas belligérants, c'est à vous de juger. Mais de fait, Vous pouvez pas dire les deux en même temps. C'est Ou une on guerre est en non guerre déclarée. contre vous, ou on ne Oui, l'est mais pas. c'est une guerre non déclarée. Mais vous voyez ce qui se passe avec les armements que vous fournissez encore et encore. Là maintenant, il s'agit des armements lourds à caractère offensif. Mais alors, comment vous pouvez l'appeler? Guerre ou pas guerre? Je sais pas. À vous de trouver Écoutez, de un droit bon international, nous terme ne sommes pas approprié. présents sur le terrain, nous ne menons pas d'offensive, nous ne frappons pas le territoire russe. Mais parce que la Russie représente pour les États-Unis vraiment l'obstacle principal dans ce monde pour affirmer son hégémonie sur le monde. Mais regardons ce qui se passe en ce moment. L'OTAN est en train de décider sur la livraison massive des chars. Oui. Donc là, c'est encore une étape, encore une ligne Et ce rouge. serait quoi cette étape? Parce que est-ce que c'est vraiment une ligne rouge? Non, mais il y a déjà, mais toutes les Vous lignes dites, rouges sont déjà vous venez franchies. de dire, C'est encore une vous ligne venez de rouge dire que c'est une supplémentaire ligne qui rouge. sera peut-être Mais alors, mais franchie avec quelle très bientôt. réponse? Parce que quand on dit ligne rouge, Reste en à général, savoir- il y a une riposte Exactement. en face. Reste à savoir quelles sont les limites de cette folie. Alors, la prochaine étape, ce sera quoi? Les avions de chasse? Les soldats? Les technologies nucléaires, plutôt? Quoi? Mais vous voyez qu'on est vraiment, on est au seuil de la Troisième ensuite, Guerre quoi? mondiale. La Russie a un Ça moyen ne cesse très de simple pour que tourner. tout s'arrête, c'est d'arrêter la guerre, en fait. Oui, exactement. Oui. C'est ce qu'on propose. Mais Oui. personne ne nous écoute. Le président Non. Zelensky,
au niveau législatif, il a interdit toute négociation avec la Russie tant que Poutine est au pouvoir. En Europe, personne ne parle plus de la paix, tout le monde ne parle que de la guerre, de mettre la Russie au genou, de vaincre la Russie sur le champ de bataille, voilà, toutes les formules possibles et impossibles, d'aider l'Ukraine jusqu'au bout. Vous venez de dire on est au seuil de la Troisième Guerre mondiale. Mais avec les tendances qui se profilent, vous n'avez pas peur? Si vous vous souvenez, la Première Guerre mondiale a commencé par un seul coup de pistolet. Et là, après, cette spirale de tension et après la spirale de violence, personne ne les a contrôlées. Donc là, en juin 1914, ce coup de pistolet, en août, toute l'Europe était déjà en guerre. Vous n'avez pas peur vraiment de répéter cette expérience? Non, je n'ai pas peur parce que je pense que les diplomates s'activent, les populations... Quels diplomates? Pardon? Quels diplomates s'activent? Tous nos diplomates, les vôtres, les nôtres, tous les diplomates européens s'activent? Oui, tout le monde s'active. Notre président est même très désireux de maintenir un dialogue avec le vôtre. Oui. Je pense que donc... C'est pour ça qu'il a pris la décision de fournir les chars. Aujourd'hui, très concrètement, la France a livré non pas des chars Leclerc, mais des véhicules blindés légers, des AMX-10. Est-ce que si le président Macron décidait de livrer des chars Leclerc, et pour l'instant c'est hypothétique, ce n'est pas décidé, est-ce que la Russie réagirait? Est-ce que c'est une ligne rouge? Est-ce que ça ferait passer la France dans le camp des belligérants? Écoutez, mais des pays ennemis? Je ne peux rien vous dire pour le moment, c'est une hypothèse. Moi je me souviens que pendant la Seconde Guerre mondiale, sur le sol français, ici en France, chez vous, il y avait 35 000 Russes et Soviétiques qui se battaient pour la France, côte à côte avec les résistants français. 7 000 ont trouvé la mort au combat, 7 000 Russes. Si vous ne me croyez pas, je vous invite à visiter les cimetières militaires. Ils sont nombreux sur le sol français. On sait que c'est vrai. Donc est-ce qu'il y a un risque de guerre entre la Russie et l'Europe? Vous avez mentionné Leclerc. Alors, le général Leclerc, le compagnon de la Libération, le compagnon de Charles de Gaulle, il doit tourner dans sa tombe. Il doit tourner dans sa tombe lorsque son nom est mentionné dans ce contexte. Les chars Leclerc envoyés en Ukraine pour tuer les Russes. On pourrait parler de cette première victoire que vous revendiquez à Soledar, par exemple, et au prix de combien de vies? C'est la stratégie du rouleau compresseur russe. La ville est jonchée de cadavres, c'est un mouroir. Est-ce que vous envisagez d'ailleurs une prochaine vague de mobilisation? Est-ce qu'à un moment, vous vous posez juste la question de ces pertes humaines? Écoutez, mais nous sommes en état d'un conflit militaire, malheureusement. Et ce qui est vraiment regrettable, c'est que nous sommes dans un état d'un conflit entre deux peuples frères, si vous voulez, entre deux parties du même peuple. Ce conflit qui était provoqué et alimenté de l'extérieur, et là maintenant, c'est vraiment atroce de voir comment les frères slaves s'entretuent sur le champ de combat. Parce que quelqu'un veut tout simplement utiliser cette Ukraine comme le terrain de jeu géopolitique. Vous pouvez imaginer de qui je parle. Et là, c'est ce quelqu'un qui va en tirer tout le profit de ce conflit. Et c'est ce quelqu'un qui s'intéresse à ce que ce conflit dure peut-être éternellement. Pourquoi pas? Je ne suis pas pro-russe, pas plus d'ailleurs que je ne suis anti-russe, pro-ukrainien ou évidemment anti-ukrainien, loin de là. Nous avons des intérêts évidents partagés avec la Russie, à commencer par un territoire et une continuité géographique européenne et continentale indéniable, cette continuité incluant bien évidemment l'Ukraine. Le gaullisme, c'était aussi ça, le non-alignement sur les positions uniquement américaines, mais l'idée et la volonté de servir de pont entre les États-Unis d'un côté et la Russie de l'autre. Nous avons, depuis notre retour dans l'OTAN, dans le commandement intégré, oublié cette nécessité géopolitique, servir de pont. Nous avons une guerre en Europe, au plein cœur de l'Europe, et il n'y a jamais de petite guerre en Europe, jamais. C'est un massacre de jeunes garçons en plein cœur de notre vieux continent si meurtri par des siècles de guerre et de sang versé. La paix est largement possible, l'a toujours été et le sera toujours, car s'il n'y a jamais de petite guerre en Europe, toutes les guerres prennent fin un jour, et de nouveaux équilibres sont définis et les ennemis d'hier obligés de s'entendre. L'Europe, un si petit continent en termes géographiques avec tellement d'histoire, la question est toujours de savoir combien de morts plus tard.
Pour sa part, Dimitri Medvedev, vous savez, l'ancien Premier ministre russe devenu président, puis Premier ministre en alternance avec Vladimir Poutine pour des problèmes de respect de constitution, a fait quelques déclarations de grande importance. J'ai dit à plusieurs reprises d'ailleurs que lorsque l'on rendait impossible la victoire de manière conventionnelle, alors on ouvrait la porte au pire pour la simple et bonne raison que c'est une boucherie qui actuellement se déroule en plein cœur de l'Europe et que cette boucherie, c'est les intérêts stratégiques de la Russie comme ceux de l'Ukraine bien évidemment. Non, la guerre en Ukraine n'est ni belle ni romantique, c'est un véritable gâchis humain, un véritable massacre de gamins russes comme ukrainiens. Il n'y a pas de quoi s'en satisfaire. Le chef d'état-major américain déclarait d'ailleurs que les Russes avaient perdu 180 000 hommes au combat depuis le début de la guerre et plus de 100 000 blessés. 180 000. C'est fort possible, tant les combats sont d'une terrible violence et dignes de nos pires guerres. C'est une guerre de tranchées, une guerre de trous d'hommes, une guerre de corps à corps. Du côté ukrainien, il ne faut pas s'imaginer que les pertes soient moindres, et elles sont au moins du même niveau. On se bat maison par maison, immeuble par immeuble. Dmitri Medvedev vient dénoncer en réalité une évidence lorsqu'il dit, et je le cite, « La défaite d'une puissance nucléaire dans une guerre conventionnelle peut déclencher une guerre nucléaire. » Fin des guillemets. Mais cette évidence va un petit peu plus loin. Pour la première fois, il ne parle pas d'une opération spéciale, mais bien d'une guerre conventionnelle. La question est de savoir comment se terminera cette guerre, car elle devra se terminer et la Russie refusera 180 000 morts après de ne pas consolider ses prises territoriales et l'Ukraine devra accepter ses pertes territoriales. L'année 2023 sera donc celle de tous les dangers pour la guerre en Ukraine. Espérons que nous sortirons de l'escalade pour rentrer enfin dans une phase de négociation qui est toujours souhaitable. Il est déjà trop tard, mais tout n'est pas perdu, préparez-vous les amis.